Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais développer un propos en fait sur quelque part sur ce que ça veut dire habiter dans les territoires ruraux, mais aussi périurbains, au sens assez large, en prenant des exemples sur lesquels j'ai travaillé, parce que c'est. Vous m'entendez pas? Il faut que je m'approche alors peut-être, c'est mieux? Ouais, d'accord. Moi, je vais. Donc, je vais développer un propos sur la question du logement dans les territoires ruraux et périurbains, en prenant exemple sur des projets en fait, que j'ai portés dans l'agence, tout simplement parce que, en fait, comme c'est des projets que je connais bien, ça permettra d'illustrer le propos. Mais en fait, je vais parler de la question de la densité au sens large, parce que souvent, c'est pas trop de quoi on parle quand on parle de densité. Il n'est pas rare que dans certains territoires ruraux ou dans les centres-bourgs, par exemple, en fait, il y a une sorte de confusion entre densité démographique, par exemple, et densité bâtie. Et en tout cas, à partir du moment où on veut, par exemple, densifier démographiquement, ça passe parfois en réalité par une dédensification du bâti, paradoxalement. Donc, dans ce sorte de grand chapitre sur la densité, je vais parler de différents exemples, quoi, densifier une dent creuse, par exemple, dans un centre-bourg, mais aussi imaginer des formes de soustraction dans des petites centralités. C'est aussi se poser la question en fait, des alternatives dans le périurbain, qui est fortement caractérisé par un urbanisme pavillonnaire. C'est aussi en fait, réfléchir à comment habiter de nouveau dans des immeubles collectifs, y compris dans des petites villes, des petites centralités, voire à la marge de certaines métropoles comme à Clermont-Ferrand. Et ensuite, je terminerai par la question des ressources. Moi, je travaille dans un territoire qui est le Massif central, qui est, dans lequel en fait, il y a beaucoup de gisements de bois qui arrivent à maturité, enfin qui sont à maturité, et qui peuvent être tout simplement exploités pour imaginer construire autrement. Et puis, dans ces territoires-là, qui sont souvent en fait, des territoires urbains qui ne sont pas la ville constituée, on a aussi la possibilité de tout simplement convoquer le soleil comme une ressource du projet, puisqu'il y a relativement peu de masques, puisque la densité bâtie est relativement faible. Je vais commencer par en fait, comment imaginer construire dans une dent creuse. Ici, c'est mon propre immeuble que j'ai construit il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui comporte en fait 3 logements et mes propres bureaux, dans un petit bourg qui s'appelle Le Rouget, qui comporte 1000 habitants, qui a une histoire singulière. C'est un bourg qui est apparu avec la création d'une ligne ferroviaire, d'une gare ferroviaire sur la ligne entre Figeac et Aurillac, dans un territoire en fait non urbanisé, agricole. Et en fait, les premiers établissements humains se sont faits le long des chemins ruraux. Et ensuite, comme le montre cette carte, il y a eu une sorte de grande vague d'anthroponisation à partir des années 50-60, avec le développement de pavillonnaires, tel qu'on peut le voir un peu partout en France, le long des chemins ruraux, mais aussi sous forme de lotissement. Mais on voit très bien sur la carte en fait, une sorte de figure linéaire qui est orthogonale à la tranchée de la voie ferrée qui prend une direction nord-sud. Et vous avez plutôt donc en fait une installation des premiers immeubles selon un axe est-ouest sur la ligne de crête entre 2 bassins versants, le bassin versant de la Dordogne au nord et le bassin versant du Lot au sud. Une implantation qui est aussi évidemment les pieds au sec, parce qu'il faut imaginer que de part et d'autre de cette ligne, vous avez des terrains qui sont plutôt humides. Cette photographie aérienne de 1973 montre très bien cette figure cette figure linéaire installée sur une crête. On voit aussi très bien en haut de l'image, à droite, en fait, la création d'un centre civique dans les années 1960, puisque en fait, le bourg grossissant, les habitants ont demandé leur indépendance administrative juste avant la Seconde Guerre mondiale, et les habitants ont obtenu leur indépendance en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc un centre civique prend place en fait, au sud de la rue commerciale, qui prend le nom de la date de la création du Rouget, donc l'avenue du 15 septembre 1945. Et cette grande place moderne, une sorte de nouvelle incarnation du paysage moderne,
enfin du paysage, on va dire, politique aussi, puisque l'État, en fait, dote la commune de moyens pour permettre de faire des acquisitions foncières. Voilà, juste pour resituer un petit peu le Rouget. Donc le Rouget est un bourg commercial, clairement, qui s'établit autour d'une gare, donc avec une histoire atypique. C'est pas du tout un bourg agricole, c'est-à-dire que là, n'habitent quasiment que des commerçants, des artisans, qui se concentrent autour de la gare. Et donc finalement, notre projet poursuit cette histoire qui consiste aussi à en fait, articuler les fonctions entre elles. C'est-à-dire que en fait, l'urbanisme moderne a beaucoup séparé les fonctions, évidemment, comme vous le savez, entre le travail et le logement. Et là, il s'agit de renouer finalement avec l'histoire du Rouget qui consiste à superposer les fonctions, travailler au rez-de-chaussée et habiter dans les étages. Et puis le projet reprend aussi des dispositifs qu'on retrouve dans cet urbanisme assez diffus malgré tout, fait d'objets plutôt indépendants, avec le motif de l'avant-cour et des petites venelles qui permettent de relier deux rues. La coupe du projet montre très bien justement cette implantation sur la ligne de crête entre les deux bassins versants. Et le projet met à profit la différence de niveau entre les deux rues pour y mettre en place des principes bioclimatiques très simples sur lesquels je reviendrai tout à l'heure en fin de présentation, avec ce sol artificiel au nord qui permet de masquer une cuve de récupération des eaux de pluie pour alimenter l'ensemble des sanitaires, des machines à laver le linge et des robinets de puisage, mais aussi une cuve qui permet de stocker le granulé bois pour chauffer l'ensemble de l'immeuble, mais aussi des maisons de ville voisines, puisque nous avons proposé à nos voisins de se raccorder en fait, à cette chaudière collective pour sortir du gaz ou du fioul. Là, c'est un plan d'un des niveaux là, qui montre en fait, une distribution verticale à l'articulation des deux parties de la figure en forme de T ou d'équerre, avec une distribution par demi-niveau. Donc, à l'étage au-dessus de l'agence, j'ai mon propre logement qui s'ouvre au sud. Et puis, de l'autre côté, en fait, il y a deux appartements de type 3 qui sont en location et qui ont une triple orientation et qui sont, en fait, on trouve trois places de parking, un par logement sous les logements de type 3. D'ailleurs, je vais me permettre une petite digression. C'est qu'au moment où j'ai déposé le permis, en fait, c'était encore le POS qui était en application, donc le plan d'occupation des sols, qui était absolument absurde et qui était en fait calé sur en fait, des documents d'urbanisme métropolitain. Donc il était demandé en fait pour ce programme, donc vous imaginez, je construis un petit immeuble, 3 logements, 200 mètres carrés de bureaux. Il était exigé une place de parking par tranche de 50 mètres carrés de bureau et 2 places de parking par logement. Donc il fallait que je lose 12 places de parking sur une parcelle de 472 mètres carrés. Donc fort heureusement, j'ai pu négocier avec la DDT à l'époque, qui instruisait les permis. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais dessiner un plan de masse avec 12 places de parking, mais que, en fait, évidemment, on ferait autre chose. Le sujet du parking n'en est pas un dans un bourg de 1000 habitants. Il y a du stationnement partout. Par ailleurs, en fait, l'ensemble de mes salariés, par exemple, une équipe de 20, en fait, fait du covoiturage, donc ils viennent à 2 voitures maximum. Donc ça n'a tout simplement pas de sens. Et puis chaque foyer a une seule voiture. Donc. Les façades expriment ce que je vais développer tout à l'heure, c'est plutôt finalement la volonté de s'ouvrir au soleil, de stocker l'énergie solaire, de la restituer par déphasage. Et puis la matérialité aussi, le bois, en fait, évoque finalement la ressource du XXIe siècle, qui est fort différente de celle de la première moitié du XXe, enfin même le XXe et le XIXe, pour lesquels c'était la pierre, le bois de feuillu. Mais en fait, tous ces gisements aujourd'hui sont quasiment impossibles à tout simplement convoquer, parce qu'il n'y a plus de carrière de granit, ni de pierre volcanique, ou très peu. Et puis, les gisements feuillus sont très compliqués à aller chercher autrement que pour la menuiserie ou le mobilier. Par contre, vous verrez tout à l'heure, il y a des gisements résineux très importants.
En tout cas, ici, l'idée, c'est aussi plutôt de travailler sur la hiérarchie des percements, donc très ouvert au sud, plutôt fermé sur les 3 autres façades, pour des questions bioclimatiques. Voilà quelques photos de l'immeuble dans son contexte. Alors évidemment, l'architecture traduit plutôt les enjeux, les nouveaux paradigmes du XXIe siècle et non plus ceux du XXe ou du XIXe, avec voilà, cette façade qui s'ouvre au rayonnement solaire et qui peut se fermer aussi grâce à ces grands volets qui permettent de maîtriser les apports solaires. Les autres façades étant beaucoup plus fermées à l'est, au nord et à l'ouest. Et à l'est, pardon. Voilà, donc un exemple très simple, hein, voilà, finalement, d'un projet qui, en fait, qui accueille enfin, un site voilà, de 470 mètres carrés, une parcelle, une dent creuse, où il y avait en fait un grand sapin. C'était un emplacement réservé d'ailleurs au poste, c'est-à-dire que la collectivité avait la possibilité de préempter. On s'est mis d'accord avec le maire, qui m'avait préalablement proposé en fait un terrain dans une zone d'activité, voilà, pour mon agence, chose que j'ai absolument refusée, quoi. Je voyais mal amener mes enfants en voiture plutôt qu'y aller à pied, puisqu'il y a tout dans le centre-bourg, hein, voilà. Et j'imaginais aussi mal ne pas habiter là où je travaillais, d'une certaine manière. Donc voilà, parcelle 470 mètres carrés, 3 logements, 200 mètres carrés de bureaux, donc un projet à peu près à 550 mètres carrés. Voilà, donc avec une densité plutôt intéressante quoi, pour un territoire rural. Mais je dois quand même préciser que c'est des opérations qui sont très rares. Hein, c'est-à-dire imaginer travailler, enfin habiter de manière collective dans un territoire rural de 1000 habitants, c'est quand même très peu commun, quoi. Voilà, c'est-à-dire que même le voisinage a trouvé ça un peu curieux, quoi. Voilà. Moi, ça m'allait très bien. J'ai pas besoin de tondre la pelouse tous les week-ends. Voilà, il suffit d'avoir en fait des grandes terrasses, en fait, des aménités. Voilà, j'ai une grande loggia, une grande terrasse, un petit jardin devant juste pour fabriquer le paysage que je regarde tous les jours, mais ça me suffit largement. Donc voilà, d'un côté densification, mais de l'autre, parfois, en fait, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas la densification bâtie, c'est-à-dire que si on veut pouvoir imaginer faire venir des habitants dans des territoires, des centres-bourgs qui sont en déshérence, qui sont en train de s'effondrer, hein, littéralement, en fait, la stratégie, elle est tout autre. Et de mon point de vue, c'est plutôt une stratégie de soustraction. C'est-à-dire c'est plutôt un travail qui consiste à alléger le tissu urbain pour rendre possible la création de jardins, de terrasses, de loggias. On peut aussi imaginer habiter les toits. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que, très concrètement, il faut complètement changer en fait, les dogmes avec lesquels on regarde aujourd'hui le patrimoine. C'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de transformer en fait, ces petites centralités, parce que vous rentrez à coup sûr dans un périmètre de 500 mètres, et là, c'est très compliqué d'imaginer en fait, ce travail de soustraction que j'évoque, y compris à l'échelle d'un bâtiment. Voilà, par exemple, imaginez transformer un bout de toiture en une terrasse tropézienne. Aujourd'hui, c'est tout simplement quasiment impossible, quoi. Alors que pour moi, c'est légitime. C'est-à-dire qu'on devrait non pas interdire finalement un certain nombre de dispositifs spatiaux, mais plutôt travailler en fait, dans l'intérêt des habitants présents pour plutôt co-construire avec eux la forme que prend ces transformations. Voilà le point sur lequel je voulais venir. Donc ça, c'est un exemple à Port-Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne, petite localité pour laquelle nous avons fait une étude urbaine. Alors, il faut imaginer, si je... est-ce que j'arrive à revenir en arrière? Oui. Alors, en fait, cette maquette, elle montre quelque chose qui est peut-être pas très clair, mais en tout cas, vous voyez le centre-bourg, en fait, le port Sainte-Marie, comme son nom l'indique, c'est un port, originellement. Mais en fait, des grandes infrastructures de mobilité, d'abord au 19e, puis au 20e, viennent s'insérer entre Port Sainte-Marie et la Garonne, qui lui est pourtant consubstantielle. Et donc, finalement, ces infrastructures de mobilité coupent complètement en fait, le centre-bourg de son milieu. Il faut imaginer aussi que le coteau était, jusqu'aux années 1950, un coteau complètement ouvert, et qu'aujourd'hui, il est complètement en friche. Donc, finalement, Port Sainte-Marie, le centre de Port Sainte-Marie se retrouve entre une friche et en fait, des infrastructures de mobilité.
Et donc nous avons travaillé sur un plan guide en identifiant 5 situations de projet qui permettaient en fait à la fois d'agir sur la question du stationnement et puis aussi imaginer des opérations de soustraction comme celle-ci, représentée par ces axonométries. Donc vous avez la situation à gauche, la situation actuelle, et puis le projet tel que proposé, avec des démolitions partielles, une transformation du patrimoine bâti et une recomposition de certains îlots. Mais globalement, si vous voulez, en fait, on crée plus de vide que de plein pour accueillir de nouveaux habitants. Ça, c'est un exemple très concret dans une autre situation. La Monnerie de Montel, cette fois-ci, c'est dans le Puy-de-Dôme, mais c'est un projet d'architecture, mais qui évoque exactement cette stratégie qui consiste à en fait, supprimer de la matière pour réhabiter en fait, un immeuble qui était en déshérence. Ici, c'est une ancienne fabrique de couteaux, de mémoire, donc un patrimoine industriel de la fin du 19e siècle, avec un atelier qui était à l'arrière de cet édifice et qui en fait occupait finalement l'ensemble de la parcelle. Et le projet a proposé en fait des démolitions partielles avec une suppression de tout l'atelier qui s'adosse au coteau, enfin qui vient s'inscrire entre le coteau et en fait cet immeuble 19e pour en fait on voit très bien sur cette coupe en fait en faisant cette soustraction finalement d'un volume important, on crée en fait un espace extérieur qui est une sorte de grande cour qui est partagée par 3 logements qui sont en rez-de-chaussée, qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et qui sont plutôt réservés à des personnes âgées, qui est un gros enjeu dans les territoires ruraux, notamment du Massif central, puisqu'il y a un vieillissement de la population qui est considérable. Et puis, vous avez au niveau de la rue 3 passerelles qui permettent d'accéder à des duplex, plutôt pour des familles soit monoparentales, soit des jeunes couples, voilà, dans une stratégie comme ça de... voilà, ça peut être voilà, une manière pour des jeunes couples, par exemple, de s'installer, de rester à la campagne, avant de pouvoir imaginer un jour soit partir et déménager dans un logement, un autre logement, une maison, soit quitter le territoire rural pour des questions de travail peut-être. En tout cas, imaginez aussi des formes d'habitat qu'on ne rencontre pas dans le pavillonnaire. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, par exemple, ces duplex, là, en fait, ils ont une double hauteur. C'est aussi imaginer finalement des dispositifs spatiaux qui sont voilà, originaux, voilà, mais qui fabriquent un désir d'habiter, en fait, voilà, tout simplement, dans un territoire rural ou périurbain. Donc là, on est vraiment dans le rural, on est à peu près à 45 minutes de Clermont-Ferrand, au bord de l'autoroute, pas très loin de Thiers, dans un territoire qui est vraiment en déshérence, en grande difficulté. Et au rez-de-chaussée, en fait, il y a 2 commerces qui prennent place, une boulangerie et une petite épicerie. Donc là, la façade sud, qui s'ouvre sur la ville, qui est aussi fortement marquée par une histoire ferroviaire. Et puis, en fait, les commerces qui s'étendent et qui fabriquent une sorte de socle, qui s'étendent y compris au nord, sous la cour. Et ensuite, ces 6 logements, voilà, donc 3 simplex et 3 duplex, accessibles soit par la cour, qui est elle-même en fait accessible au fauteuil, et les 3 passerelles permettent de desservir les 3 logements au-dessus. Donc là, c'est le plan du rez-de-chaussée, le rez-de-jardin avec la cour commune, avec un dispositif de loggia qui précède chaque logement et qui permet néanmoins de trouver un espace extérieur relativement intime avec cette figure à redans. Et puis vous avez toutes les cuisines qui viennent en extension dans une structure en bois et qui permettent de fabriquer justement ce motif alternant cuisine dans un plein et la terrasse dans un creux. Là, ce sont les 3 logements duplex qui sont accessibles par les passerelles et on rentre finalement par sa loggia. Ici, le dernier niveau, voilà, en duplex, enfin, comment dire, sous les combles, et qui permet aussi d'avoir un espace en double hauteur dans le séjour. Alors, toujours sur la question de la densité, cette fois-ci, on va aborder 3 exemples dans le périurbain. Les 2 premiers sont à Limoges, donc, qui
Limoges n'est pas une métropole, hein, c'est une ville relativement importante malgré tout dans le Massif central, hein, à l'ouest du Massif central, qui était autrefois la capitale du Limousin, qui est maintenant englobée dans la grande région Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, on se situe en fait dans un quartier qui s'appelle encore d'ailleurs l'Andouge, et qui était jusque dans les années 1950 un territoire entièrement agricole, et qui a subi en fait la pression de l'urbanisation horizontale, pavillonnaire de la ville de Limoges, voilà, entre le centre-ville de Limoges et puis l'aéroport qui est à l'ouest, le long d'une route importante qui va à Angoulême, 2 fois 2 voies. Et donc ces infrastructures ont aussi contribué finalement à l'urbanisation de ce territoire à l'ouest de Limoges. Donc là, le projet, c'était d'imaginer en fait 50 maisons, 50 habitations sur un terrain d'à peu près 1 hectare, des habitations groupées. Et on a identifié en fait un certain nombre on a proposé plusieurs figures qui permettent de faire varier en fait les différentes manières d'habiter dans ce territoire périurbain, et en travaillant aussi avec les connexions de cette nouvelle pièce urbaine avec le centre-bourg de l'Andouge, où vous trouvez en fait encore quelques commerces, restaurants, cafés. Il y a aussi une mairie, une annexe à la mairie de Limoges. Donc vous avez quelques équipements publics qui sont assez proches finalement de ce site. Donc on voit le chemin piéton, on le devine, il remonte vers le nord, enfin en haut de l'image là à droite. Et en fait c'est un travail aussi avec la ville, au sens où en fait les parties centrales qui sont représentées en blanc ici, en fait ont fait l'objet ensuite d'un projet ultérieur par la ville pour aménager un petit parc qui viennent en fait s'imbriquer avec ces nouvelles situations habitantes. Donc l'idée là, c'est plutôt de fabriquer une sorte d'un peu de cité-jardin, quoi, une ville-jardin, une ville jardinée. Donc on a pu négocier un budget assez important pour la plantation de tout ce nouveau quartier, avec un travail aussi assez fin sur les limites qui caractérisent en fait, qui permettent de définir chaque parcelle qui prolonge les logements. Et donc on a différentes situations ici, une sorte de grande loggia. C'est que des maisons de ville, hein, quasiment. Il n'y a pas de logement collectif ici. C'est vraiment l'habitat individuel dense, accolé. Donc c'est la maison de ville d'une certaine manière, mais qui prend différentes formes et qui propose aussi différents dispositifs pour les voitures. Si je reviens sur le plan, vous avez en bas, par exemple en bas de l'image, vous avez des carports qui permettent d'abriter les voitures et de fabriquer une sorte de filtre entre la voie de desserte de ce nouveau quartier et puis les situations habitantes. C'est aussi l'idée que ces carports puissent servir à autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'on enlève la voiture, on peut aussi sortir une table de ping-pong, on peut bricoler, sortir des tréteaux, bricoler un meuble. Voilà, c'est aussi d'imaginer que si un jour il n'y a plus de voiture, eh bien, ça offre un couvert qui fabrique le premier plan et qui peut aussi en fait, accueillir des usages multiples, voire même collectifs à l'échelle de ce quartier. Excusez-moi, voilà, je reviens sur... Donc là, c'est une des figures les plus radicales, avec des logements vraiment répétitifs, des duplex, des T4. Puis ici, vous avez une autre typologie, voilà, parce qu'une partie du site a une topographie quand même relativement marquée. Donc on a des logements qui s'étagent dans la pente. Et l'idée, c'est à chaque fois de considérer vraiment le prolongement extérieur comme étant le sujet principal finalement de ce type de programme. C'est comment fabriquer les conditions pour que le jardin soit à la fois intime, mais qu'il ait une vraie qualité paysagère en termes de limites parcellaires, mais aussi de qualité paysagère, avec des plantations qui viennent coloniser à la fois les clôtures, mais qui permettent évidemment aussi de fabriquer des formes d'intimité qui sont nécessaires dans cet urbanisme
logements individuels relativement denses. Un deuxième exemple, toujours le même. Alors j'ai oublié de préciser que c'est un projet de logements sociaux qui a quelques années, hein, j'ai mis quelques données statistiques, enfin données pas statistiques, pardon, des données tout court. Voilà, pour vous dire que tout ça, ça se fait dans une économie de moyens extrême. Hein. Là, c'est un projet qui date de livré en 2015, bon, il y a quelques années. C'était avant l'inflation, mais on est à 1184 € le mètre carré. Voilà, il faut imaginer ce que c'est. Hein. 1390 €, je crois, ou 95 € compris les aménagements. Donc on est dans une économie extrême. Tout ça avec des structures bois et des toitures terrasses végétalisées. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que des formes de densité comme ça permettent aussi de faire des économies de moyens. Aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé. Hein. On pourra en parler après. Aujourd'hui, c'est simple, on ne sort plus de projet. Voilà. On va jusqu'au pro, jusqu'au DCE, on consulte, il ne se passe plus rien. Et les bailleurs sociaux, ils ne sortent plus d'opérations. Voilà, quasiment. En tout cas, sur nos territoires. Hein. Je parle des territoires détendus qui sont les nôtres. Dits détendus, parce qu'on considère qu'il n'y a pas trop de besoin. Bon, tout ça, ça reste à démontrer. Mais une autre opération qui est dans le même quartier, Landouge, toujours, parce que le bailleur social, finalement, était content de notre projet. Donc, on en a fait un autre. Un site... alors là, c'était intéressant parce que le premier, c'était dans une ZAC. Voilà, donc, il y avait un aménageur. C'est pas très bien passé, d'ailleurs, avec l'aménageur, parce que les rares choses qu'il avait à faire, il les a mal faites. Là, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas d'aménageur, et donc le bailleur social a acheté la parcelle et on s'est occupé de tout. Donc on a fait à la fois l'architecture, l'urbanisme, mais aussi le paysage. Donc on avait on a pu en fait traiter ces trois questions. Donc là, le projet a été très compliqué. Hein. On a gagné le concours une semaine avant les élections municipales. Voilà, donc notre projet a été un peu mis sur la sellette par la nouvelle équipe municipale qui n'en a pas voulu. Bref, on a quand même été extrêmement résilient à proposer différentes formes plus traditionnelles pour faire aboutir le projet, en considérant que finalement, ce n'était pas tellement la question de la forme qui était importante, mais plutôt la fabrication de dispositifs spatiaux et typologiques qui rendaient la commande intéressante, quoi. Donc on a travaillé sur des volumes très simples en tuiles, comme tout le pavillonnaire autour. Comme ça, au moins, le voisinage pouvait s'identifier aussi à cette forme bâtie. On a essayé de convoquer aussi l'imaginaire du vernaculaire qui a précédé en fait finalement le pavillonnaire, puisqu'il faut imaginer que tout ce territoire-là était agricole auparavant, c'était de l'élevage. Donc avec ces grands bâtiments avec une toiture à double pente très simple, une sorte d'archétype voilà, de la grange étable. Voilà. Donc on a plutôt convoqué à la fois l'univers du pavillonnaire et du vernaculaire pour en fait construire ce projet. Avec voilà, cette sorte de grands volumes longs qui sont parallèles à la pente, qui s'implantent dans la topographie. C'est un site relativement en pente et qui permet aussi, en étant disposé comme ça, avec une orientation sud-est, à la fois de valoriser en fait, les apports solaires, nous y reviendrons tout à l'heure, mais aussi d'aller chercher des vues en fait, sur la vallée de Laurence, qui est au sud de Landouge. Il y a une seule typologie qui est assez particulière, qui est orthogonale à la pente et qui s'étage dans la pente avec voilà, qui a un volume un peu singulier dans ce paysage de volume très identifiable à double pente. Et l'idée, c'est de fabriquer une sorte de cours en imaginant un jour que peut-être il y aura beaucoup moins de voitures. Et peut-être que finalement, ces cours, aujourd'hui, elles accueillent le stationnement, mais peut-être demain, elles pourront accueillir d'autres usages s'il y a beaucoup moins de voitures. Donc là, on a été vraiment radical sur finalement on va dire la compacité des volumes. C'est un parallélépipède, double pente. Mais ça permet quoi? Ça permet aussi de faire des grosses économies de moyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur des formes compactes, eh bien, vous pouvez imaginer utiliser des structures en bois. Ici, c'est des menuiseries bois alu, triple vitrage. Et on était largement au-delà de la performance qui était exigée par le bailleur. Et là, on a remplacé les petites cabanes en bois sur cette opération par des petites serres pour essayer d'encourager aussi les pratiques vivrières.
Ça n'a pas forcément marché, mais bon, c'était une tentative d'imaginer aussi que finalement ces territoires-là pourraient avoir un caractère nourricier. Alors peut-être qu'à terme, ça pourra se développer. Donc chaque parcelle a sa petite serre. Et puis les deux figures centrales sont un peu particulières. Je reviens sur la photo aérienne parce que c'est important. En fait, dans le voisinage, je n'ai pas décrit, mais vous avez un pavillonnaire plutôt à gauche. Au nord, au sud, c'est plutôt des prairies. Donc c'est encore un territoire agricole qui est protégé tout simplement par du fait des nuisances sonores, parce que vous avez la 2 fois de voie qui va à Angoulême. Donc c'est pas très agréable d'habiter là. Donc en fait, il y a encore un territoire agricole. Et puis à l'est, vous avez une maison de retraite. Et puis des serres horticoles au nord. Donc l'univers, en fait, c'est très hétérogène. Hein. C'est vraiment un tissu pavillonnaire classique, avec une juxtaposition de pièces comme ça, avec des programmes très différents. Les pratiques agricoles qui sont encore imbriquées avec la ville. Et puis vous avez aussi la maison de retraite qui propose en fait des services dans ce territoire périurbain. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le programme a aussi été construit en fonction de cette proximité avec la maison de retraite. Donc, il y a des logements qui sont adaptés pour des personnes, pour des couples âgés dont un des 2 membres présente des troubles Alzheimer, en considérant que la proximité de la maison de retraite permet aussi, en fait, à la maison de retraite de proposer des services pour des personnes qui gardent une relative autonomie. Donc on a trouvé ça très intéressant. Donc en fait, sur ces 5 volumes, les 2 du milieu en fait, articulent des logements adaptés, plutôt seniors du coup au rez-de-chaussée, et au-dessus plutôt des logements pour des jeunes couples, des familles monoparentales. Donc une mixité en fait en termes de profil habitant qui est relativement intéressante. Et ça donne lieu aussi, du coup, à une réflexion sur les typologies. Vous voyez, par exemple, pour les personnes âgées, les jardins sont tout petits, c'est pas la peine de faire des grands jardins, c'est juste de fabriquer un premier plan. C'est à chaque fois des logements qui sont bi-orientés, qui sont traversants. Et donc, on met à profit aussi la topographie pour imaginer aussi avoir une sorte de cour anglaise aussi au nord, comme on peut le voir sur la figure en contrebas. Et puis, une des cours est complètement pacifiée, justement celle où il y a les personnes âgées, mais aussi les enfants qui habitent dans les étages. On a travaillé aussi sur une grande générosité des baies et une relation aussi plutôt généreuse entre intérieur et extérieur, avec des vues lointaines sur le Val de Laurence. Ces 2 photos montrent aussi comment finalement on essaye d'incorporer les attributs du logement individuel dans le logement collectif. Là, c'est la dernière figure qui est la plus au nord, qui est adossée à la pente. Et donc tous les logements qui sont en rez-de-chaussée sont contre-terriers. Vous avez des celliers à l'arrière, des locaux pour vélo. Et au-dessus, vous avez des duplex qui ressemblent plutôt à des maisons et qui ont une loggia à double hauteur et qui ont eux-mêmes un jardin, mais de l'autre côté, sur le terrain. Et tous les T2 en rez-de-chaussée disposent d'un jardin plein sud. Et la dernière typologie ici, en fait, qui est plus atypique, en fait, c'est une figure qui regroupe en fait des maisons en bande, avec un jardin qui est fermé côté ouest et un jardin ouvert à l'américaine, entre guillemets, côté est. C'est-à-dire qu'on se bat aussi beaucoup pour qu'une partie des jardins reste ouverte sur l'espace public, parce que finalement, c'est ces jardins qui fabriquent la qualité aussi de ce paysage urbain, dans le périurbain, quoi. Donc là, c'est pareil, en grande économie de moyens, les constructions 1280 € le mètre carré, et tout compris 1500 € avec tous les aménagements des espaces communs, du paysage. Et ça a été livré juste avant la Covid-19. Mais parfois, dans le périurbain, il s'agit aussi d'imaginer non pas du logement individuel ou de l'intermédiaire, mais aussi du collectif, comme ici à Pont-du-Château. Donc là, qui est une petite ville
qui est dans la métropole clermontoise, voilà, qui est une des villes, quand on regarde la photographie aérienne, si vous voulez, c'est une ville pavillonnaire qui comporte peut-être, je sais pas, 8 à 10 000 habitants. Je n'ai pas exactement en tête le nombre d'habitants, mais... Et là, en fait, il y avait un programme de logements sociaux en R+3, avec 2 bailleurs sociaux qui sont regroupés pour imaginer un programme commun, avec un parking commun et une chaudière commune aussi, pour faire des économies d'échelle. Donc là, il faut imaginer que dans le dos, il y a un supermarché, et de part et d'autre, c'est un tissu pavillonnaire, ce qui est plus conventionnel. Donc là, on a multiplié en fait, les dispositifs. On a à la fois des petits collectifs qui sont dans les volumes les plus hauts, mais aussi en fait, des logements intermédiaires avec un accès individualisé qui permet d'avoir le sentiment plutôt d'habiter une maison qu'un logement collectif. Voilà, alors, pour finir sur les immeubles collectifs, parfois aussi, on va encore plus loin. Ici, un exemple à Aurillac. Alors là, il faut que je fasse une petite digression qui est intéressante quand même, parce que en fait, il se trouve qu'il y a, je sais pas, à peu près une dizaine d'années, en fait, j'avais été sollicité par la ville d'Aurillac pour rejoindre un groupement de maîtrise d'œuvre pour réfléchir à une extension urbaine au nord d'Aurillac. Parce que en fait, l'architecte qui était sur cette opération avait fait défection. En fait, il avait renoncé à faire ce travail-là. Moi, j'avais pas eu le temps de regarder le cahier des charges, donc j'avais accepté. Et puis au moment où on a commencé à travailler sur le programme, ça a été un peu la consternation. En fait, il s'agissait de tartiner en fait du pavillonnaire sur un coteau orienté plein nord, sur un terrain agricole. Et donc, quand on a commencé à travailler, on s'est rendu à l'évidence que c'était complètement absurde. Et donc j'ai écrit une lettre au maire en lui disant qu'on renonçait, qu'on ne voulait pas travailler sur ce projet, que ça ne me paraissait pas pertinent du tout, qu'il fallait imaginer d'autres formes urbaines dans des petites villes comme Aurillac, préfecture du Cantal. Et voilà, il a été intrigué, il a pris rendez-vous avec moi, je me suis de nouveau expliqué. Ils ont fini par revendre leur terrain agricole, 80 hectares, qui est retourné à l'agriculture. Donc ça, c'est quand même, je crois que c'est le plus beau projet que j'ai jamais fait. Et quelques années plus tard, la collectivité s'est lancée dans un écoquartier sur une friche agro-industrielle qui était occupée par Centrelay, à l'entrée de la ville d'Aurillac. Et là, il y a un concours qui se fait pour en fait un immeuble et des commerces, donc des logements plutôt de petite typologie T1 et T2. C'est-à-dire que quand vous regardez le programme, vous dites waouh, ça va être compliqué quand même de faire un projet bien qu'avec des T1 et des T2. Et en fait, ça répondait à une vraie demande, à un vrai besoin dans la ville de pouvoir loger des personnes âgées et donc d'imaginer un grand nombre de petits logements, mais tous desservis par ascenseur. C'est un projet qui est un peu ancien, qui a une dizaine d'années, et qui est au bord en fait, du boulevard du Vienlinck, qui est le boulevard le plus passant d'Aurillac, où il y a à peu près 10 000 véhicules qui passent tous les jours. Pardon. Et donc là, l'idée, c'était d'imaginer, en fait, fabriquer une sorte de mur artificiel, ensuite creuser pour mettre toutes les salles de bain et les circulations verticales, d'avoir des coursives au nord, côté boulevard. Et tout ce dispositif permet de en fait, protéger tous les espaces réellement habités à l'intérieur de l'écoquartier orienté sud-ouest. Donc là, quelques photos qui montrent le projet qui a la particularité d'être, mis à part les 2 épines dorsales, entièrement construit en structure bois, avec une réglementation qui n'a plus rien à voir aujourd'hui. Hein. On ne serait plus capable de faire ça aujourd'hui, et peut-être encore moins demain, puisque la réglementation de la sécurité incendie est en train d'évoluer, et bientôt on ne pourra plus du tout construire en bois si on continue sur cette trajectoire, ce qui est assez effrayant, alors qu'on est en train de construire aujourd'hui avec la RE 2020. Et donc là, c'est un projet qui consiste à desservir l'ensemble des logements par coursive, ce qui n'est pas évident hein, à Aurillac. Hein, vous connaissez à peu près le climat d'Aurillac, il peut faire froid quand même, mais finalement c'est très efficace pour distribuer en fait, un programme de tout petits logements. Parce qu'en fait, ça permet aussi d'imaginer que les coursives ne gênent,
ne génère pas en fait d'inconfort dans les logements, puisque vous pouvez quand même vous débrouiller dans le plan pour avoir toutes les chambres qui donnent à l'opposé de la coursive. Donc c'est quelques photos qui montrent en fait toute la logique biosourcée qui a été mise en place pour ce projet. Et puis donc tous les balcons, toutes les chambres, tous les séjours qui donnent à l'intérieur de l'écoquartier, avec un programme assez riche puisqu'il y avait des commerces, des bureaux au premier étage et des logements au-dessus. Alors toujours un peu dans la partie densifiée, je vais terminer par un projet d'habitat participatif dans un écoquartier à Clermont-Ferrand cette fois-ci. Donc là, c'est 7 familles qui se regroupent et qui nous passent commande pour ce projet dans une ZAC. Donc c'est un écoquartier qui s'appelle Trémonté, mais qui est en situation de marge, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'habiter encore la campagne, en direction de Volvic, pour ceux qui connaissent un petit peu, au Durtol. Vous voyez le rapport aussi à la fois à la chaîne des Puits, mais aussi au parc de Montjusé qui est au sud. Et là, le projet consiste à dessiner un projet qui donne à lire finalement ce projet collectif d'habitat participatif, tout en imaginant que chaque logement est conçu pour une famille spécifique. C'est ce qui fait la grande différence de ces projets par rapport à un projet de logement social, par exemple, où vous ne connaissez pas les habitants. Là, vous adaptez à chaque fois le logement spécifiquement à la famille que vous connaissez. Alors le projet particulier, puisqu'on rentre par le haut, c'est un peu comme un iceberg. Donc tous les logements qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sont plutôt distribués donc en relation avec la voirie. Ensuite, on descend dans une cour, dans une sorte de patio, qui exprime aussi ce projet collectif. Sur ce patio s'ouvrent tous les espaces partagés, donc la salle commune, la cuisine commune, la buanderie, mais aussi un atelier et un préau. Et ensuite, tous les duplex sont desservis par leur palier intermédiaire. Donc vous rentrez sur le palier intermédiaire, vous descendez une demi-volée dans les pièces de vie, ou vous montez une demi-volée dans les chambres. Et tous ces logements-là, en fait, disposent d'une terrasse au sud, alors que ceux qui sont à l'étage disposent d'une loggia qui est suspendue à la charpente. Voilà en plan ce que ça donne. On passe par une sorte de grand préau, un premier préau au niveau de la rue, et on descend en fait littéralement dans le patio. Et ensuite, on a un système de coursive qui permet de distribuer les logements niveau rue. Ici, le plan qui montre justement ce patio et ce préau qui permet de desservir à la fois les espaces communs, mais aussi 4 duplex qui sont à la fois descendants et montants, puisqu'on accède par le palier intermédiaire. Quelques photos qui montrent la variété des situations habitantes. Ici, un duplex avec une double hauteur, avec l'idée aussi que en fait, la double hauteur pourrait être comblée pour créer une chambre supplémentaire en cas de besoin. Une photo de cette double hauteur toujours. Ici, c'est un simplex traversant à l'étage qui donne sur une grande loggia. Et je vais terminer par la question des ressources, en revenant sur l'atelier du Rouget et nos propres logements, qui est une sorte de petit manifeste sur aussi notre manière finalement de convoquer les ressources locales pour construire, y compris dans des logements sociaux. Donc je vais, au travers de ce projet, quelque part exprimer ce que nous avons fait pour tous les projets que je vous ai montrés, où finalement la filière bois locale a été largement convoquée pour imaginer tout simplement mettre en œuvre des matériaux qui stockent du CO2 plutôt qu'ils n'en consomment, et d'inverser vraiment la proportion entre les matériaux biosourcés et les matériaux très chargés en carbone. Voilà cette carte en fait, qui montre la situation de l'atelier du Rouget, le département du Cantal, mais aussi de la Corrèze, du Lot, du Puy-de-Dôme, et qui montre justement tous les gisements de ce qu'on appelle les forêts nouvelles, qui sont apparues à partir des années 50, qui ont été largement subventionnés par l'État, pour occuper un territoire rural en déshérence, fortement caractérisé par un exode rural considérable. Il faut imaginer que toutes ces taches rouges, quelque part,
en fait, sont des forêts de résineux qui ont remplacé des pâturages de fermes qui n'étaient plus en usage, enfin de fermes d'élevage, avec aucune espèce de logique agronomique. Hein. Donc, en fait, ce n'est pas des forêts de centaines d'hectares de Douglas, par exemple. C'est vraiment très morcelé et ça vient plutôt s'imbriquer dans une forêt de feuillus préexistante. Voilà, donc finalement, ces plantations ont été faites d'une manière complètement indépendante par rapport à la qualité du sol. Mais voilà, cette ressource, elle est là aujourd'hui, elle est à maturité, et donc c'est aussi une opportunité pour construire autrement dans nos territoires. Donc pour l'atelier du Rouget, nous avons fait une coupe, une éclaircie dans une forêt familiale plantée dans les années 60, dans une forêt de Douglas, et mis en œuvre du coup des circuits courts. La forêt de Douglas est à une dizaine de kilomètres du site du projet. J'avais aussi acheté 30 mètres cubes de pin sylvestre à l'ONF qui avait fait une coupe rase dans une forêt en pensant qu'elle allait attraper une maladie. Et tout ce bois-là était destiné à la pâte à papier dans la région bordelaise. Et étant très impliqué dans la filière bois locale à ce moment-là, j'étais au contact des scieurs qui m'ont fait part de ce possible gisement. Donc j'ai acheté ces 30 mètres cubes de pin sylvestre avant même de dessiner le projet que j'ai fait sécher tranquillement pour faire tous les parquets, toutes les mises en intérieur et tous les mobiliers. Le Douglas étant plutôt mis en œuvre pour les structures en lamellé-collé, les ossatures bois, les lattages, le bardage, tous les solivages, tous les montants et traverses des murs en ossature bois. Quelques photos du débardage dans la forêt familiale, l'éclaircie. Et en fait, ces diagrammes qui montrent justement l'inversion de proportion entre les parties en gros œuvre et l'usage du bois. C'est-à-dire que là, le bois, finalement, occupe une grande part des structures sous différentes formes. Ça peut être des poutres en lamellé-collé, poteaux-poutres lamellé-collé pour le volume au sud, et puis plutôt des murs à ossature bois classiques au nord, avec des solivages classiques également. Et finalement, le béton réservé pour créer 2 noyaux. Très important malgré tout, hein, pour des questions à la fois de contreventement, mais surtout d'inertie thermique, qui permet de compenser en fait l'absence d'inertie dans des structures en bois. Même si nous avons par ailleurs mis en place des dispositifs pour augmenter l'inertie et améliorer le confort d'été de cet édifice. Quelques photos du chantier qui montrent la préfabrication des éléments en bois, des planchers en bois, qui incorporent en fait une correction acoustique réalisée par une entreprise locale. Une photo depuis l'intérieur. Aussi, le principe constructif consiste à ce que chaque poteau porte 2 poutres par l'intermédiaire de petites consoles en métal. La façade elle-même étant en fait un mur rideau non porteur. Ici, c'est la mise en place des grands vitrages qui permettent de recevoir le rayonnement solaire et de le restituer par déphasage dans les volumes en béton. Quelques photos de l'intérieur de l'agence, avant installation, après installation. Vous avez ces grands volets à l'extérieur qui permettent de maîtriser tous les apports solaires souhaités. Et je peux vous dire que c'est très utile. Hein. La semaine dernière, alors qu'on avait déjà dépassé l'équinoxe et qu'on s'approche du solstice d'hiver et qu'il fait 30 degrés au mois d'octobre, vous voyez, le rayonnement est déjà très bas. Donc en fait, la nécessité de se protéger du rayonnement solaire est déterminant. Ici, voilà ces photos qui montrent comment finalement la ressource caractérise l'architecture. Donc le bois caractérise l'architecture au travers de structures, de menuiseries, mais aussi de mobilier, dessiné évidemment et fabriqué par les entreprises locales avec les forêts que j'ai évoquées tout à l'heure. Autre exemple ici. Et enfin, je vais terminer par le soleil comme une autre ressource très importante. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà cette photo qui montre justement comment les volets en fait se ferment plus ou moins en fonction des apports solaires souhaités. Et en fait, ce rapport au soleil, au climat, en fait, nous invite aussi à dessiner, invite les architectes à dessiner des espaces intermédiaires où s'exprime aussi le plaisir d'habiter. Moi, c'est en tout cas ce qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que
l'architecture est très compacte pour des raisons voilà, à la fois de réglementation thermique, mais aussi de performance thermique. Et moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je ne peste pas après la réglementation. Je pense que c'est aussi nécessaire. Et finalement, l'intérêt de l'architecture, quelque part, se déplace dans cet entre-deux, entre intérieur et extérieur, par cette sorte de croûte épaisse, où voilà, ces espaces intermédiaires, encore une fois, où s'exprime le plaisir d'habiter, et ça donne lieu finalement à des ambiances comme celle-ci. Ici, c'est la double hauteur qui précède l'entrée de l'agence, avec un jardin qui met à distance la voirie et qui reprend le motif de l'avant-cour que j'évoquais tout à l'heure. Ce jardin, aujourd'hui, on est en train de le faire croître. On n'arrête pas de planter de nouvelles choses pour améliorer aussi le confort d'été. Ça, c'est la loggia qui est suspendue aux poutres à lamellé collé du dernier étage. Donc tous les volets, toute la loggia est suspendue à la structure pour éviter le pont thermique. Et en fait, toute cette architecture fabrique plutôt l'idée d'une sorte de milieu, enfin je ne sais pas comment l'appeler, une sorte d'écotone peut-être entre intérieur et extérieur, une sorte de transition épaisse entre intérieur et extérieur, c'est-à-dire que ce n'est plus la fenêtre dans un mur épais, ce n'est plus le bandeau horizontal de l'architecture moderne dans un voile de 20 cm, c'est plutôt la fabrication d'une lisière artificielle entre intérieur et extérieur qui permet à la fois de fabriquer de l'intimité, mais aussi d'organiser finalement la relation au climat, au cosmos, entre intérieur et extérieur. Ça, c'est une photo à l'équinoxe d'automne qui montre la qualité de la lumière. Et ça, c'est des photos prises au solstice d'hiver et qui montrent comment le rayonnement solaire en fait, rentre au plus profond de l'espace habité, 6 mètres de profondeur, si bien que là, à Noël, s'il fait beau, il fait 24 degrés sans chauffage, évidemment. En fait, quasiment tout le volume est complètement passif. Ici, c'est 2 photos que j'ai repris l'année dernière, au solstice d'hiver aussi, qui montrent aussi finalement comment s'exprime le plaisir d'habiter, la relation de la course du soleil avec finalement la matière, le bois. Et ce que je voulais peut-être juste dire, c'est que quelque part ici, c'est une architecture entièrement low-tech, où la question de la domotique est complètement absente. Et de mon point de vue, c'est aussi une manière de faire en sorte que l'habitant en fait, se reconnecte avec la nature, en ayant toujours un œil sur en fait, les prévisions météorologiques pour adapter en fait, l'ouverture de l'édifice en fonction finalement du climat, pour faire en sorte qu'on se protège à la fois du rayonnement quand ça peut devenir très chaud, ou qu'on va actionner par exemple tous les rideaux qui sont en laine, en pure laine, et qui permettent de couper en fait, la sensation de paroi froide. Donc en fait, on actionne à la fois des volets, des rideaux en laine, et tout ça avec un œil sur la météo en permanence. Et en tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à me reconnecter finalement à la course du soleil et à comprendre tout simplement que on fait partie de la nature, quoi, quelque part. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, mais je pense que ça vaut quand même le coup qu'on prenne 10 minutes pour échanger avec Simon Tessou. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions ou des remarques, c'est on fait un tour de levée de bras. On prend toutes les questions d'un coup, et puis après, comme ça, on pourra ensuite laisser Simon Tessou répondre et aller déjeuner ensuite. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer ? Oui, bonjour, merci pour cette présentation. André Osler de la DRIEAT. J'ai beaucoup aimé donc, tout le travail que vous faites autour du bois. Et donc, vous avez mentionné les éventuelles difficultés pour continuer les structures bois à cause du risque incendie. Du coup, je me pose une question de savoir en fait sur quoi repose ce risque, ayant habité toute mon enfance dans une maison en structure bois et où les pompiers nous ont toujours dit qu'ils préféraient intervenir sur des feux
type bois que des matières plus transformées, plus bétonnées. Donc voilà, si on avait pu avoir des éléments un peu techniques sur ça, j'aurais été preneuse. Et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup. On en prend plusieurs si ça vous va. Oui, bonjour, Claudia Stockmann, Coco Architecture. Moi, j'ai une question par rapport au choix que tu as fait de construire neuf dans ton village qui a 1000 habitants, je pense. Pourquoi ce choix où souvent, je m'imagine dans ce type de village, il y a beaucoup de maisons qui sont pas habitées et voilà, pourquoi pas avoir fait une réhabilitation? Je réponds à deux ou des questions. Donc la première, c'est effectivement la réglementation incendie en cours de rédaction. Je ne suis pas spécialiste du tout, hein, mais en tout cas, moi, je travaille avec des ingénieurs bois qui sont absolument alarmés par la trajectoire qui est en train de prendre cette réforme de la réglementation liée à l'architecture en bois, y compris pour des bâtiments en catégorie 5, par exemple, en rez-de-chaussée, où finalement il sera quasiment plus possible de laisser le bois apparent. Voilà, ça c'est la trajectoire qui est en train d'être qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait jusqu'à présent et qui a contribué justement à ce que le bois soit beaucoup plus utilisé dans la construction pour faire aussi chuter du coup le bilan carbone de la construction est en train de muter dangereusement. Donc là, une vraie alerte là-dessus. Et voilà, je ne parle même pas des logements. Alors là, pour les logements, là, c'est en train de prendre une trajectoire assez alarmante où on est en train de multiplier en fait les dispositifs pour protéger le bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous faites un petit immeuble en bois de plusieurs étages, vous allez devoir protéger en fait les structures en bois depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur, en plus du doublage que vous avez déjà en placo-plâtre. Donc demain, vous allez avoir une sorte de ce qu'on appelle un panneau weather defense, un système pour protéger, un panneau coupe-feu pour protéger les structures en bois depuis l'extérieur. Vous allez devoir mettre 2 plaques de plâtre contre les structures en bois. Ensuite, faites votre contre-isolation, plus le doublage qui est aussi en plaque de plâtre. Donc en fait, vous multipliez tout simplement les dispositifs pour protéger le bois. Donc ça coûte très cher. Ça alourdit le bilan carbone de la construction et ça rend peu crédible l'usage de la construction bois demain, tout simplement. Alors qu'on s'inscrit en même temps dans le RE 2020. Il y a juste une contradiction énorme. Donc c'est assez effrayant ce qui est en train de se passer. Voilà pour la première question. La deuxième, très intéressante aussi, sur le pourquoi ne pas avoir imaginé un projet de réhabilitation. Eh bien tout simplement parce que les Cantaliens ont un rapport très particulier au patrimoine et même quand il n'est pas habité, il n'est pas forcément à vendre. Ou alors, en tout cas, moi, au moment où j'ai voulu construire l'immeuble, ma première stratégie, c'était plutôt d'imaginer effectivement un projet de réhabilitation. Et en fait, je m'étais notamment intéressé à un patrimoine bâti que je suis en train d'acheter aujourd'hui, 20 ans après. Pour dire, à l'époque, il coûtait 180 000 €, c'est un petit patrimoine, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, je suis en train de l'acheter 80 000 €, une ancienne menuiserie. Donc, 20 ans après, quoi. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il est en vente. Et en fait, les prix sont juste pas possibles, quoi. Voilà. Et j'ai eu des opportunités une fois que j'ai commencé à construire l'immeuble, malheureusement. Mais le coup était parti. J'avais déjà débité tout mon bois, etc. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Au Rouget, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de possibilités offertes par les immeubles de seconde main, quoi. C'est sûr que demain, le gros enjeu, ça va être ça. C'est transformer le patrimoine bâti existant et non plus construire du tout, quasiment. Merci. Il y aura peut-être toujours un peu des dents creuses
sur lesquels on pourra imaginer des choses. Mais peut-être juste pour dire sur la sécurité incendie, il y a un groupe de travail actuellement entre la DHUP et le ministère de l'Intérieur pour travailler sur la réglementation incendie. Et cet après-midi, au moment du meet-up, il y a la sous-directrice, l'adjointe au sous-directeur de la direction qualité de la construction, donc qui travaille sur ces sujets au sein de la DHUP, qui sera présente, et donc vous pourrez lui demander où en sont ses travaux, parce qu'effectivement nous, au sein du programme Engagé pour la qualité du logement de demain, on se pose aussi pas mal de questions, parce qu'on a plusieurs projets qui sont en difficulté suite à des avis défavorables de différents SDIS. Donc c'est effectivement un sujet qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui sur comment continuer à construire en bois. Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on aille déjeuner. Et on se retrouve ici à 14h pour une table ronde sur l'appropriation habitante et la gestion des logements. Je pense que vous pouvez applaudir Monsieur Tessou. Et voilà, très bon déjeuner.